Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Barna. Ok. Voilà. Donc la partie effectivement qui reste, c'est plutôt donc science et esprit scientifique. Donc science et esprit scientifique. Alors quand on parle effectivement de l'esprit scientifique, globalement on parle de deux choses. On parle donc de méthode. On parle de méthode et de démarche, si vous voulez. Hein. Donc de méthode et de démarche. Alors généralement, donc dans le cadre de l'étude des études épistémologiques, tout simplement, donc nous avons deux grandes méthodes. Hein. Il y a ce qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. Alors, et la méthode, effectivement, le deuxième point, la méthode inductive. La méthode inductive. Alors, qu'est-ce que la méthode hypothético-déductive? Donc, dans hypothético-déductive, nous avons donc hypothèse et déduction. Hypothético-déductive, hypothèse et déduction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ici, dans cette première méthode, il s'agit d'abord d'émettre une hypothèse. Donc, on émet d'abord dans la première méthode donc une hypothèse. L'hypothèse, c'est une supposition. Donc, c'est une supposition, effectivement, une idée préalable qu'on a ou qu'on peut avoir sur quelque chose. Donc, d'abord, on émet une hypothèse. Ensuite, on procède à la vérification de cette hypothèse. Donc, vérification de l'hypothèse. Donc, c'est ça qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. Sachant qu'en général, dans cette méthode, on part généralement, on part du général vers le particulier. On part du général vers le particulier. Alors, l'exemple qu'on peut donner à ce niveau, partir du général vers le particulier, qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est-à-dire qu'on part d'un constat général sur un phénomène ou sur un fait, ensuite on donne une conclusion à ce niveau. L'exemple qu'on prend généralement le plus célèbre, c'est l'exemple effectivement de Socrate. On dit que Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. L'exemple, c'est quoi exactement? Alors, ici, l'exemple, c'est que tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. Donc ça, c'est le constat général. Tous les hommes sont mortels. Alors, Socrate est un homme. Socrate est un homme. Donc la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que Socrate est mortel. D'accord? Donc on part du général. Le constat général c'est quoi? C'est que tous les hommes sont mortels. D'accord? Alors puisque tous les hommes sont mortels, Socrate qui est un cas particulier, donc un cas singulier, et que comme c'est un homme, donc la conclusion est simple, c'est que Socrate est un homme, donc il est mortel. Donc c'est ça qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. Donc c'est une méthode qui part du général vers le particulier. Alors la deuxième méthode, c'est la méthode inductive. La méthode inductive. Alors l'induction, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Donc c'est tout à fait le contraire de la méthode qu'on vient de voir. Donc c'est le contraire effectivement de la méthode hypothético-déductive. Alors ici, on part généralement du particulier. Donc on part du particulier vers le général. Donc c'est du particulier vers le général.
Alors, du particulier vers le général, quel exemple on peut donner à ce niveau? C'est-à-dire qu'on prend une observation particulière, hein, quelconque, et à partir de cette observation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dégage une loi générale. Donc, on prend une conclusion, une observation, et on dégage une loi générale. Donc, on part du particulier vers le général. D'accord? Alors, quel exemple on peut prendre à ce niveau? Ici, l'exemple qu'on a pris, c'est qu'on est parti donc, du général vers le particulier. Tous les hommes sont mortels, excusez-moi. Donc, ça, c'est le constat général. Tous les hommes sont mortels. Le particulier, c'est quoi? C'est que Socrate est un homme. Donc, il est forcément mortel. Donc, on part du général vers le particulier. Ici, c'est tout à fait le contraire. On part du particulier vers le général. Donc, d'une observation, ensuite, on dégage une loi générale. Par exemple, l'exemple que je donne. Je vois une ou un chat noir. Je vois un chat noir. Donc, la conclusion, c'est quoi? Ici, j'ai observé que tous les hommes étaient mortels, donc j'en déduis que Socrate est un homme, donc forcément il est mortel. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, du particulier au général, à partir d'une observation, on dégage une loi générale. Donc j'observe un chat noir, c'est une observation, ou quelques chats noirs. La conclusion c'est quoi? Naturellement, j'en déduis que tous les chats sont noirs. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle donc la méthode inductive. Donc on part du particulier effectivement vers le général. D'accord? Bon, maintenant quand on parle effectivement d'esprit scientifique, il n'y a pas que effectivement que ces méthodes aussi suivent effectivement un ensemble donc de règles, hein, donc de règles et de processus d'ailleurs. Bien. Donc c'est ce qui nous amène forcément à parler des étapes, hein, donc les étapes d'une bonne démarche, scientifique. Les étapes d'une bonne démarche scientifique. Alors, quelles sont ces étapes d'une bonne démarche scientifique? Alors, on peut prendre plusieurs exemples, hein, mais ici, on va retenir effectivement principalement deux principaux exemples. Alors, deux principaux exemples. Hein. C'est l'exemple effectivement de Claude Bernard. Hein. Claude Bernard. Alors, quand on parle de Claude Bernard, c'est qui exactement? Donc c'est le père de la médecine expérimentale, hein, Claude Bernard. Alors lui, effectivement, il a développé une méthode. Alors dans sa méthode, nous avons tout simplement l'hypothèse, hein, observation et vérification. Donc c'est ça qu'on appelle effectivement la méthode, hein, donc de Claude Bernard. Alors en dehors de celle de Claude Bernard, nous avons aussi ce qu'on appelle la méthode Oeric, hein, la méthode Oeric, avec également ces 6 étapes. Hein. Donc la méthode Oeric avec ces 6 étapes. Nous avons donc parlé des étapes, hein, donc des étapes scientifiques. Hein. Donc on a vu que pour la méthode Oeric, donc nous avons au total 6 étapes. Hein? Nous avons donc au total 6 étapes. Hein? Donc Oeric, hein, comme son nom l'indique, hein, O veut dire donc observation. Hein? Observation. Alors observation. Le H, donc ça veut dire hypothèse. Hein, on l'a déjà dit. Hein, hypothèse. Ensuite, le E, ça veut dire tout simplement expérience. Le R renvoie donc résultat. Et le I, donc interprétation. Et enfin, le C, c'est
C'est la conclusion. Donc c'est ça qu'on appelle cette méthode oérique. Maintenant, la méthode oérique, effectivement, mais les méthodes en sciences, donc de façon générale, obéissent à un certain nombre de règles. Alors, parmi ces règles de base ou les règles fondamentales enseignées donc, dans ce cadre, l'une des premières règles, c'est par exemple le fait de rompre. Donc rompre avec les prénotions. Donc il faut rompre avec les prénotions. Alors c'est quoi les prénotions? Les prénotions justement ce sont des idées reçues, donc des informations qu'on a, des informations qui ne sont pas scientifiques, et tout simplement, venant de la conscience collective ou des opinions populaires, des opinions voilà, en général. Donc il faut rompre avec ces prénotions. Le deuxième point, c'est qu'aussi il faut faire une rupture épistémologique. Donc une rupture épistémologique. Alors, qu'est-ce que la rupture épistémologique? La rupture épistémologique, c'est une prise de distance avec l'objet étudié. Donc c'est ici d'ailleurs que l'objectivité, qui est une notion très importante donc dans la science, l'objectivité, donc la rupture épistémologique, c'est une prise de distance avec l'objet étudié. Par exemple, je suis musulman, je travaille sur les musulmans, je dois prendre une certaine distance entre moi et l'objet étudié pour faire une enquête scientifique. D'accord? Je suis chrétien, je fais pareil. Donc je prends une distance avec l'objet étudié. Alors c'est vrai que cette rupture pose problème, et surtout au niveau des sciences sociales, comme par exemple si on prend l'exemple de la sociologie. Donc si on prend l'exemple de la sociologie, alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau avec la sociologie en général? Donc on s'est rendu compte que le sociologue travaille sur un objet qui est un objet particulier. Cet objet c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'homme. C'est l'homme. Alors, donc, comme les sociologues travaillent sur l'homme, donc cela aussi pose problème puisque le sujet c'est un homme, mais l'objet étudié aussi est un homme, donc ça peut créer un problème d'objectivité. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ici on recommande souvent d'opérer ce qu'on appelle donc une rupture épistémologique pour pouvoir faire un travail objectif et un travail scientifique. Donc ça c'est le deuxième point. Alors le troisième point, on peut citer tout simplement le doute. Alors, on avait dit précédemment qu'il y a plusieurs types de doutes. Il y a ce qu'on appelle le doute hyperbolique et le doute méthodique. D'accord? Alors, qu'est-ce que le doute méthodique? C'est un doute en attendant de trouver les informations scientifiques, en attendant de vérifier concrètement l'information. Donc, le doute aussi est une règle fondamentale donc dans cette démarche tout simplement scientifique. Alors, en 4, on peut citer ce qu'on appelle la prise en compte des échecs. Et là aussi, c'est une phase extrêmement importante, puisque quand on parle de science aussi, on parle forcément d'échecs. D'accord? Vous avez appris effectivement cette célèbre phrase qui dit qu'en science, il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Donc si on veut faire une étude scientifique valable, concrète, sérieuse, donc il faut aussi prendre en compte la question des échecs. D'accord? On échoue, c'est comme ça effectivement qu'on rend le travail performant. Donc on échoue, on reprend le travail, on échoue, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on cherche. On peut prendre plusieurs exemples, c'est comme la création de la bombe atomique. Tout le monde connaît à peu près son histoire. Les scientifiques ont échoué des milliers de fois avant de trouver effectivement la bombe, que ce soit les scientifiques russes ou américains. D'accord? Donc la prise en compte des échecs est une règle fondamentale donc, dans cette démarche scientifique, et que donc en général, tous ceux qui veulent évoluer dans ce domaine doivent prendre en compte effectivement ce point. Alors, le cinquième point ici, c'est la question de la réfutabilité. La réfutabilité. Alors, qu'est-ce que la réfutabilité? Donc ici, c'est évaluer. Donc évaluer la véracité ou la solidité, si vous voulez, d'une théorie par
comment ça s'appelle, voilà, vérifier la validité ou la véracité effectivement d'une théorie en faisant des tests, des tests qui la refutent ou qui la falsifient. Qui la refutent ou qui la falsifient. Alors bien sûr, cette refutabilité effectivement peut être logique, comme aussi effectivement elle peut être empirique. D'accord? Donc voilà en gros les quelques règles. C'est pas effectivement il n'y a pas que ça justement comme règle scientifique, mais en général il faut donc avoir ces quelques règles, d'accord, pour en tout cas mener faire un bon travail scientifique. Donc voilà en gros, je répète, rompre avec les prénotions. Donc quand on parle de prénotions, je l'ai dit tantôt, donc ce sont les préjugés, les idées reçues, d'accord. Deuxièmement, opérer une rupture épistémologique. Alors j'ai pris l'exemple effectivement des sciences sociales comme la psychologie ou comme la sociologie où on a un problème très sérieux à ce niveau puisque l'objet et le sujet effectivement sont identiques, donc ça peut poser problème à ce niveau. Donc la question du doute, les échecs et la question donc de la réfutabilité. Donc réfutabilité, vérifier la validité ou l'invalidité effectivement d'une théorie en passant par un test. Un test qui met en épreuve justement cette théorie. Voilà, donc voilà en gros la brève présentation effectivement que je voulais faire sur donc l'épistémologie. Je vous remercie et certainement on se reverra la prochaine fois. Je suis d'école au Sénégal, d'accord. À école au